du mouvement et de l'action. La réalité elle-même. Oui, juste des chevaux qui galopent, des batailles reconstituées, du suspense, des types qui tombent morts et se relèvent. Tout y était. Et le public venait, toujours plus nombreux, applaudissant, riant, criant, tout entier captivé, fasciné, comme si le monde avait été créé dans un roulement de tambour. Mais la petite étincelle était encore ailleurs. L'idée centrale du Wild West Show était ailleurs. Il fallait stupéfier le public par une intuition de la souffrance et de la mort qui ne le quitterait plus. Il fallait le tirer hors de lui-même comme ces petits poissons argentés dans les épuisettes. Il fallait que devant lui, des silhouettes humaines poussent un cri et s'écroulent dans une mare de sang. Il fallait de la consternation, de la terreur, de l'espoir et une sorte de clarté, de vérité extrême jetée sur toute la vie. Oui, il fallait que les gens frémissent. La première mise en scène fut une séance de pause. On escorta Sitting Bull et Buffalo Bill jusqu'au petit écrin où ils devaient, les pieds sur un tapis de paille, se tenir devant un maigre bouleau badigeonné sur une toile censée représenter l'Ouest sauvage. Sitting Bull paraît un peu mal à l'aise dans ce décor comme un vestige déplacé de la création. La civilisation est une énorme bête insatisfaite. Elle se nourrit de tout. Elle a besoin de poivre, de thé, de charbon, d'étain. On ne la contente jamais. La civilisation réclame aussi des nourritures moins matérielles. Mais elle se lasse vite. Il lui faut donc sans cesse de nouvelles recrues, de nouvelles têtes. Ainsi fallait-il que le Wild West Show embauche régulièrement d'autres acteurs. Et pour cela, il y a mieux que les artistes, mieux que les meilleurs acrobates, mieux que n'importe quelle bizarrerie de la nature. Il y a les vrais protagonistes de l'histoire. Imaginez un peu. On peut toujours se payer un jongleur pour épater le public. On peut toujours dénicher un bossu ou des siamoises pour attirer les curieux. Mais faire venir des dizaines de milliers de personnes chaque jour, faire payer $1 et des poussières à 15 000 à 20 000 personnes matin et soir pendant des années, ça demande autre chose que des jongleurs et des bossus. Ça demande quelque chose d'inouï. Et voilà pourquoi, en 1885, le vieux chef indien Sitting Bull, vainqueur de Little Big Horn, après plusieurs années d'exil, puis d'emprisonnement, reçut un matin la visite de John Burke. Comme la plupart de ceux qui portaient manchette en ce temps-là, le major John Burke n'était pas du tout major. On le trouve parfois cité sous le nom d'Arizona John, quoiqu'il ne soit non plus jamais allé en Arizona. C'était juste un margoulin de la pire espèce. À cette époque, le premier zozo venu pouvait fonder une ville, devenir général, homme d'affaires, gouverneur, président des États-Unis. C'est peut-être encore le cas. Et lui, John Burke, avait senti venir la grande machine du spectacle. Et il était devenu l'attaché de presse de Buffalo Bill, son agent publicitaire. Il fut le plus grand agent et le plus farfelu de tous. Lui qui avait été journaliste, courtier, directeur d'une troupe d'acrobates, grâce à une rencontre parfaite de l'homme avec son temps, il inventa le show business. Le show business. Depuis longtemps, le chef indien savait que l'homme blanc lui offrait toujours de nouveaux visages et qu'aucun de ces visages ne devait le tromper. Tous étaient intéressés. À la panoplie de ceux qu'il connaissait, trappeurs, soldats, pionniers, garçons vachés, vendeurs d'alcool, voici qu'allait s'ajouter celui d'impresario. Mais Sitting Bull avait déjà une petite expérience du showbiz. Il avait été l'année précédente exposé parmi les figures de cire d'un musée de New York. Une fois que le flot de bonnes paroles fut tari, il négocia donc avec John Burke
$50 par semaine, plus une avance, des bonus, toutes les dépenses aux frais de l'impresario et surtout, codicile qu'il fit expressément ajouter, il conserverait le droit exclusif de vendre ses photos et de disposer de ses autographes. John Burke n'avait pas discuté longtemps car Sitting Bull était une attraction de choix pour le Wild West Show. On avait donc signé le contrat et le chef indien s'était joint à la troupe. Et soudain, on ne bouge plus, ou à peine. Et pendant quelques instants, pendant la miette de temps qu'il faut aux petites paillettes de lumière pour se rabâcher sur la grande plaque chimique, Sitting Bull et Buffalo Bill se serrent la main. Le photographe disparaît derrière son rideau de théâtre et Sitting Bull sent une profonde solitude qui le repousse dans cette zone froide, abandonnée, où l'on se tient figé aussi longtemps que durent nos reliques. À cet instant, il oublie tout, même ses frères morts, il les oublie, les tipis, les champs, les campements, les longs voyages, il oublie tout. Il se tient à bout portant, dans la confusion de soi, devant le petit accordéon de cuir et le capuchon noir. Attention, la poire est levée, la main presse, par le petit trou, son âme le regarde. Boum! C'est fait. Les silhouettes du vieil Indien de Buffalo Bill flottent quelques instants dans la gélatine parmi les atomes d'argent, puis les voici fixés sur des cotillons de papier de 17 cm sur 12 pour l'éternité. Sur cette célèbre photographie, Sitting Bull et Buffalo Bill se tiennent la main pour toujours. Pourtant, non seulement cette poignée de main ne veut rien dire, ce n'est rien d'autre qu'un coup de pub, mais pour servir l'opération promotionnelle, le cliché devait témoigner de deux éléments contradictoires: la réconciliation des peuples et la supériorité morale et physique des Américains. C'est ainsi que sur cette photographie, Buffalo Bill bombe démesurément le torse afin de paraître plus digne. Il se tient très droit, la jambe gauche légèrement en avant, la tête haute, royale, toisant l'Indien. Oh, the USA! Oh, the USA! Sitting Bull, les yeux dans le vide, se contente de tendre la main. Le progrès triomphe. On les regarde un peu perplexes. Les hommes des villes américaines, cette nouvelle espèce d'hommes dont l'inquiétude semble n'interroger obstinément qu'eux-mêmes, rien qu'eux-mêmes, qui tout au fond de leur angoisse éprouvent le sentiment d'être à part, d'avoir été désignés par le génie du progrès pour se saisir du flambeau de l'humanité et le tenir plus haut qu'il ne le fut jamais, eh bien, ces hommes des villes américaines voulaient être témoins d'autre chose. Ils voulaient traverser en imagination les grandes plaines, franchir les gorges du Colorado et connaître la vie des pionniers. Ça peut paraître étrange, mais c'est qu'à travers la vie des pionniers, à travers le récit tourmenté de leur migration, les citoyens des jeunes villes américaines désiraient assister en direct à leur propre histoire, à ce grand déploiement de courage et de violence qui, à quelques milliers de kilomètres, avait encore lieu. Et voici que le spectacle commence. Un Indien entre dans l'arène, c'est le vainqueur de Little Big Horn. Il porte son plus beau costume. Ladies and gentlemen, puis-je vous présenter le grand chef indien vocifère Frank Richmond depuis sa tribune. Sitting Bull n'a sans doute jamais été si seul qu'à 7 minutes au milieu des drapeaux américains, dans la grande machine à divertir. Il n'était pas aussi seul lorsqu'il vivait dans l'exil au Canada, parmi une poignée de proscrits. L'obscurité première est impénétrable. Et certes, on était seul à cheval sous la pluie glacée, errant entre les formes imprécises dans la grande forêt. Oui, on était seul et triste, mais on était libre. On était plein d'une haine brûlante. Et maintenant, Sitting Bull est seul dans l'arène. La grande chose qu'il aimait est restée en arrière, très loin. Et ici, dans les gradins,
Ils ne sont venus que pour ça. Tout le monde est venu voir ça, simplement ça. Sa solitude. Oh. C'est alors que fusent les sifflets, les huées. Sitting Bull reste impassible. Il effectue son tour de piste. Pas un instant on a songé à lui faire jouer un épisode des guerres indiennes, un quelconque moment de sa vie. Une simple parade devait suffire. Il n'y a pas d'histoire possible. Le passé est entouré de gradins et les spectateurs veulent voir ces fantômes. C'est tout. Ils ne veulent pas les entendre, ils ne veulent pas leur parler, ils veulent les voir. Ils veulent écarter un instant le rideau et voir l'Indien. Que voyons-nous? Qu'entendons-nous? Quel mensonge épelle la bouche de la mort? Quelle est cette voix qui parle? Quelle est cette fausse parole qui nous dicte nos sentiments? On dirait qu'elle vient du tréfonds, du fin fond de nos entrailles de larves. On l'écoute d'une oreille distraite et on se laisse impuissant, entraîné vers les précipices. La foule hurle, l'insulte, on crache. La voilà, la chose inouïe, le peau rouge, celui qu'on est venu voir, la bête curieuse qui a rôdé autour de nos fermes à ce qu'on raconte. C'est lui! Depuis les coulisses, Buffalo Bill fait signe à Frank Richmond qui tente de calmer les spectateurs, mais rien à faire. Le chef indien doit accomplir son tour de piste sous les injures jusqu'au bout. Le vacarme est extraordinaire. Les journalistes photographient, les enfants regardent éberlués. Et Sitting Bull sort lentement de l'arène. Les derniers pèlerins du monde seront des bandes misérables, peuples chassés, gens que l'on déporte ou que l'on repousse. Ce seront de longues files de morts. Ainsi, dans le Dakota, après une intense campagne des propriétaires de ranch qui firent courir la rumeur d'une révolte indienne, la tension était réellement montée et de nombreux Indiens envisageaient de fuir. Les grands éleveurs espéraient faire peur aux fermiers qui s'installaient de plus en plus nombreux dans la région et dont les parcelles morcelaient leurs immenses pâturages. Mais qui était donc Buffalo Bill, créateur et présentateur vedette du Will's Wild West Show? On dit qu'il avait une carrure de bûcheron et des mains d'artiste, des mains très délicates, presque trop fines, ce qui dénote, comme nous l'enseignent les sciences mystérieuses, une prédisposition à la folie. À cette époque, le corps de Buffalo Bill est déjà un pur produit de marketing, une sorte de simulacre. On ne sait plus qui se cache derrière cette débauche de publicité. Quant à ce qu'on pouvait penser de l'entrepreneur du spectacle, à ce qu'il pouvait penser la superstar qu'il était devenu, c'est encore plus difficile à savoir. Buffalo Bill jouait et rejouait sans cesse, selon les mêmes codes, avec le même entrain, les mêmes scènes insignifiantes. Le succès est un vertige. La répétition doit avoir je ne sais quelle vertu rassurante, je ne sais quelle puissance d'hypnose ou de vérité. Héros d'innombrables fanzines dont il ignora au départ l'existence, sa vie fut façonnée par d'autres. Il n'a décidé ni de son nom, ni de son histoire. Vers 1867, alors qu'il bossait pour le chemin de fer, les employés lui donnèrent ce surnom de Buffalo Bill. Et puis, il raconta ses aventures, par hasard, entre deux coups de gnôle, à Ned Buntline, qui en fit un roman bon marché. Sa vie lui échappe. La grande puissance contrefactrice l'aspire à elle, le duplique, le corrige, enfin, on l'encourage à jouer son rôle lui-même. C'est ainsi qu'il monte sur scène, vêtu de costume de fantaisie afin de se conformer à son personnage. Il s'imite. Il deviendra lentement celui qu'il joue.
Sa vie sera la parodie de sa vie, en quelque sorte une autre vie fabriquée, promise à d'autres. L'illusion était d'ailleurs si puissante, le public si conquis, qu'il paraît que des acteurs du show, qui n'avaient pourtant jamais mis les pieds dans l'Ouest et n'avaient jamais tiré que des balles à blanc, finirent par croire au boniment qu'ils comptaient, aux aventures qu'ils mimaient. Ainsi, on raconte que Buffalo Bill, ayant joué des dizaines et des dizaines de fois une mise en scène de la bataille de Little Big Horn, croyait vraiment, à la fin de sa vie, y avoir participé. Pour les besoins du spectacle, on avait même été jusqu'à en modifier le dénouement, le public préférant un happy end. C'est ainsi qu'après des années passées à interpréter avec succès cette version revue de la grande histoire, Buffalo Bill était persuadé d'avoir sauvé Custer. Au matin du 15 décembre 1890, une quarantaine de policiers indiens avancèrent au petit trot jusqu'à environ 1,5 km du camp de Sitting Bull, et puis entrèrent au galop dans le village. Tout le monde dormait. Ah, que nous aimons le petit matin, la fraîcheur de l'air, les grandes lames de lumière sur la terre pierreuse. Mais ce matin-là, ce n'étaient pas les oiseaux qui chantaient, c'étaient les sabots de 43 chevaux qu'on entendait dans un demi-sommeil. Après une saison avec le Wild West Show, le chef indien avait abandonné sa carrière d'acteur et il était retourné vivre parmi les siens dans la réserve de Great River. Il était vieux à présent et fatigué. Il désirait terminer ses jours ici, paisiblement. Le général Miles est un faiseur d'exemples, un technicien de la discipline. Voici le petit jour. On est devant la cabane du chef indien. Le progrès n'a pas de temps à perdre. Soleil, l'air est glacé, les bouches soufflent des colonnes de fumée. On crie, Sitting Bull sort de sa cabane. Sa figure est comme délavée. Le passé nous arrive sans couleur. Lorsqu'on lui annonce qu'on vient l'arrêter, il répond qu'on lui laisse le temps de s'habiller, qu'il va les suivre. Les drames emportent avec eux leurs témoins. Un homme sort un fusil et tire. Une bouche tremble. Il n'y a plus de réalité. Tout arrive. Tout éclate. On se bat. Un bras s'agite furieux. Un premier homme tombe, l'œil tournoie dans la paille, la poussière froide. Brusquement, un policier tire à bout portant. Sitting Bull vacille. Peut-être qu'il entend une dernière fois les huées s'élever des gradins. Il voit les horribles petits visages des hommes vivants, lui, la chose morte. Et puis un autre policier avance et d'un coup de carabine l'achève. On pousse du pied le cadavre. Il avait continué de voyager, se brûlant au succès courant aux quatre coins de l'Amérique, porter la bonne parole. Il avait été partout dans le monde, à Paris, à Londres et même jusqu'à Rome. Et enfin, ayant entraîné son chagrin et sa gloire tout au bout de la terre, jusque dans le Colisée, là où Néron fit martyriser les chrétiens, Buffalo Bill demanda l'autorisation d'y monter son spectacle. On la lui refusa. Ironie du sort, le Colisée n'était pas assez grand. Fuyant Buffalo Bill en Alsace-Lorraine.
Alsace, Lorraine. C'est ainsi que, de gare en gare, bien après l'Italie, après d'innombrables autres représentations, la troupe qui avait traversé l'Atlantique et parcouru l'Europe était un beau jour arrivée à Nancy. Il avait fallu plusieurs bateaux pour traverser l'océan. Les cales contenaient 1200 pieux, quelque chose, 4000 mâts, alors, quand même, 4000, 30 000 mètres de cordage, vous vous rendez compte, 23 000 mètres de toile, 8 000 sièges, 10 000 pièces de bois et de fer, vous vous rendez pas compte. Et tout ça devait former une centaine de chapiteaux éclairés par 3 dynamos et surplombés par tous les drapeaux du monde. La troupe comptait 800 personnes, 500 chevaux de selle et des dizaines de bisons. On aurait dit une autre arche de Noé. Les bisons, tangués dans leur box, au rythme de la houle et dégueulés dans leur mangeoire, ils avaient le mal de mer. Enfin, on s'installa tout au bout du boulevard, au bord d'un grand chemin. Les tentes et les gradins furent montés en quelques heures. L'équipe était rodée. Buffalo Bill décida de donner 2 séances par jour, une à 14 heures, l'autre à 20 heures. Ah, pour un France 65, comme ils durent être heureux, les petits gamins de Nancy et de Bar-le-Duc. Comme ils durent être subjugués, comme ils durent être, c'est mieux quand même, comme ils durent être subjugués par les bisons, ces aurochs inconnus qu'on avait sûrement vus en dessin dans le Larousse universel. On reprend ensemble. Ah, pour un franc 65, comme ils durent être heureux, les petits gamins de Nancy et de Bar-le-Duc, comme ils durent être subjugués par les bisons, ces aurochs inconnus qu'on avait seulement vus en dessin dans le Larousse universel. C'était presque Noël. Les vitrines étaient éclairées, ça sentait bon, on rêvait, on avait acheté quelques cartes postales pour les grands-parents. Ce qu'on avait vu, c'était Annie Oakley tirer à la carabine et pulvériser des centaines de boules de verre comme une nuée de rêve. Et on avait pris cela pour le rêve lui-même. Oh, you know, just Claude Barthélemy. En principe, Buffalo Bill ordonnait que l'on démonte le camp aussitôt joué le dernier spectacle. Cela se faisait en moins d'1 heure, comme si on remballait un étal de marché. Et puis on partait s'entraîner pour l'étape suivante. Mais à Nancy, il avait appris qu'une agitation inquiétante s'agitait, régnait dans le Dakota du Sud. On racontait que les Indiens étaient en train de s'y révolter. Fuyant leur village, les Lakota trouvèrent refuge au campement de Bigfoot. Le général Miles ordonna aussitôt son arrestation. L'armée temporisa, il plut des rafales d'ordre et de contre-ordre. Bigfoot était un pacifiste, mieux valait sans doute lui faire confiance et calmer les esprits. Mais, craignant l'arrivée des soldats, les Lakota et avec eux les Miliconjou de Bigfoot avaient déjà repris la route. Le vent balayait la plaine. Le visage se refermait, la peau devenait grise. Les femmes et les enfants se tenaient dans un coin du chariot où pourrissait un peu de paille. En dessous de Porcupine Butte, ils tombèrent sur un groupe de cavaliers. Les 200 hommes du 7e régiment de cavalerie, commandé par le major Whitside, le commandant de le régiment de Little Big Horn, le vieux régiment carbonisé, celui que Sitting Bull lui-même avait vaincu. Oh, pas les mêmes hommes, bien sûr, hein, mais le même numéro, pétri de la même tradition. Le régiment coupa la route à un convoi de moribonds. Un Indien agitait un drapeau blanc, morceau de linge au bout d'une pique. On demanda aux soldats du lait, de quoi manger. Ils promirent de distribuer ce qu'il fallait à Wooden Knee. La troupe resta seule en Alsace pendant plusieurs mois, désœuvrée. De petites expéditions d'anthropologues eurent tout le temps de mesurer les crânes des Indiens à l'aide de curieux compas et de négocier des pièces de leur artisanat de fantaisie pour un futur musée.
Et ce dut être un autre spectacle, plus étrange peut-être que le grand show, de voir aux alentours du château de Bernfeld, près de Strasbourg, errer des groupes de cow-boys entre le vieil étang et la ferme de Mulbach. Et ce dut être quelque chose de reluquer depuis la grande route un petit troupeau de bisons en lisière du bois de Schieferlof. Ainsi, durant quelques mois, les promeneurs alsaciens ébahis apercevront des sioux, l'ennui les tirant hors du camp et poussant vers la ville, tituber ivres morts rue de la Digue, puis boire l'eau du canal. On repartit, escorté par la cavalerie. Une fois arrivé, un officier ordonna aux Indiens de s'installer pour la nuit. Bigfoot, malade, fut mené à l'infirmerie. Il ne portait qu'une chemise et un foulard. Il avait froid, très froid. Les Indiens se firent des abris comme ils purent, on leur distribua de la farine et du lard. Les familles se tenaient ensemble près des petits brasiers, on découpait des tranches de lard qu'on brûlait. Ça crépitait, la graisse coulait, la fumée puait. Les enfants regardaient le feu, leur visage luisait au flamboiement des branches de pin. Un peu d'eau roulait dans les chaudières, et ça clapotait. Et puis la nuit vint. Le vent faisait grincer les chariots. Les hommes restèrent un moment debout, jusqu'à ce que la fatigue les fauche. Et il fit de nouveau froid, encore plus froid. Au matin, il y eut un coup de clairon. Les guerriers furent rassemblés. On leur ordonna de remettre leurs armes à feu. Mais craignant que des armes ne restent cachées, les soldats fouillèrent les tentes. On grimpait brutalement dans les chariots à la recherche de couteaux, de haches, de n'importe quoi. Il y eut une vague échauffourée, on ne sait où elle commença, et puis on entendit un grondement terrible qui aussitôt couvrit tout autre bruit. C'était 4 canons de montagne, les Hotchkiss. Facile à recharger, maniable, d'une excellente précision à 2 km. Il se trouvait sur la colline au-dessus du campement. On courait de toutes parts. Des chariots s'effondraient sous le poids des corps, puis les canons se mirent à tirer en direction de la plaine afin d'atteindre les fuyards. Et soudain, il n'y eut plus un bruit. Ça faisait comme un drap dans le vent. Les soldats baissèrent leurs fusils. Que se passait-il ? Le silence avait quelque chose d'effarant. Les soldats se regardaient interdits. En contrebas, les Indiens étaient presque tous morts. Une fois réarmés les canons, il y eut encore 2, 3 déflagrations, puis des cris. Certains soldats suppliaient qu'on arrête. Il y eut même un hurlement. On ne sait pas de qui. Ce fut tout. Et il se leva une violente tempête. La neige tomba du ciel comme une injonction de Dieu. Les flocons tourbillonnaient autour des morts, légers, sereins. Ils se posaient sur les cheveux, sur les lèvres. Les paupières étaient toutes constellées de givre. Les militaires réquisitionnèrent des civils. Les grosses charrettes de fermiers pénétrèrent dans le campement détruit. Ce fut une moisson sinistre. On voit rarement de telles charrettes pleines de morts. Des mains roidies passaient entre les barreaux. La chair avait gelé. C'était le 2 janvier 1891. Buffalo Bill avait mis à profit son séjour dans le Nebraska. Avant de retourner en Alsace-Lorraine pour suivre son célèbre show, il avait été en pèlerinage sur les lieux de l'assassinat de Sitting Bull. Il y avait rencontré les proches du vieux chef indien et il leur avait confié avec l'affection et tout le respect qu'il avait pour lui. On lui avait cédé la cabane où avait vécu Sitting Bull. Il l'avait fait démonter avant qu'on la transporte en train jusqu'à son bateau.
Et puis il avait également marchandé le dernier cheval du chef indien. Enfin, repassant près de Wounded Knee, il était allé ramasser les derniers débris de la tribu. Lakota, qui traînait craintivement dans les environs du massacre, il les avait embauchés. C'était sans doute une façon de leur sauver la vie. Hey yo, have a lapdo. Dès son arrivée en Europe, les représentations du show reprirent. Il ajouta 2 nouveaux numéros. Dans le premier, on aperçoit d'abord un groupe d'Indiens au milieu de l'arène. Les spectateurs ont loué pour 3 ronds des jumelles de théâtre. Ils regardent. On ne sait pas encore ce qui va se passer. La foule impatiente se bouscule, s'interroge. Derrière les guerriers, on devine une sorte de cabane. Un Indien plus âgé se tient sur le seuil. C'est un chef. On le reconnaît à sa couronne de plumes. Soudain, Buffalo Bill entre dans l'arène. Il fait un tour de piste à cheval et vient saluer. Les applaudissements retentissent. Les femmes se tiennent debout sur les chaises, dans une odeur de créosote et de crottin. Le présentateur annonce alors un épisode extraordinaire. La mort de Sitting Bull, avec son véritable cheval et sa vraie cabane, recueilli par les soins de Buffalo Bill lui-même. C'était donc ça. Rien n'arrête le démon de la mise en scène. Rien ne remplit assez le tiroir-caisse. Et aussitôt, les curieuses pressent. La foule veut mieux voir. On ne voit jamais assez. Il y a quelque chose de grand et de beau, ou peut-être de très affreux, de très vulgaire, qui nous échappe toujours. Il semble qu'on va le voir là, maintenant. Il ne faut absolument pas le rater, sans quoi plus jamais il ne se montrera. Brusquement, les cavaliers sortent des coulisses. Ils font un premier tour de piste en une cavalcade effrénée. Mais ce ne sont plus des policiers indiens, c'est un détachement de l'armée américaine. La fiction a de ces à peu près qui faussent tout. Galopant devant un long ruban de toile peinte, les cavaliers tirent quelques coups de revolver. L'air est saturé de poussière. Les Indiens, à leur tour, ouvrent le feu. La cavalerie se replie lentement vers le fond de l'arène. Mais après quelques instants, les cavaliers chargent de nouveau et une fois près de la cabane, quelques-uns descendent de cheval et se cachent derrière les bottes de paille admirablement disposées. Un Indien tombe mort, et puis un autre, et encore un autre. Les soldats avancent au milieu des balles, et c'est alors que Sitting Bull, ce n'est plus lui, mais un acteur, monte héroïquement à cheval. Il fait 2 tours de piste, multipliant les acrobaties inutiles par une chaleur étouffante. Et soudain, se ruant vers les soldats, Sitting Bull tire à bout portant et blesse un homme en plein visage. Le type s'effondre. Un autre riposte. Le chef indien est touché à son tour et tombe de cheval. Il rampe derrière un bouquet d'arbres, des roseaux secs entrelacés de canis. L'Indien se cache, mais tout le monde le voit. Les soldats approchent lentement. Ils ne savent pas où est l'Indien. La foule crie, siffle. Les mentons tremblent, un cornet de frites glisse entre les sièges, le rideau du destin est ouvert, il va peut-être se refermer dans un instant. Un jeune soldat rampe vers la droite, Sitting Bull ne l'a pas vu. Oh, les respirations s'arrêtent. Le chef indien tourne la tête, il a juste le temps d'amorcer un geste, le soldat tire. Silence. Une seconde détonation lui troue le ventre, et l'Indien chancelle. Ah, comme on l'aime à présent. Les enfants du moins. Et même les adultes éprouvent en secret ce précipité de culpabilité irrémédiable qui finalement absout tout. L'Indien est mort. Les cavaliers remontent en selle et quittent la piste. La foule applaudit et bisse, car à cet instant, on désire plus que tout revoir la scène. Oui, juste la fin tragique, seulement ça. La mort du chef indien. L'émotion est ainsi faite qu'elle arrive sur commande. Le même épisode vu et revu, le refrain d'une chanson passée en boucle nous met chaque fois les larmes aux yeux, comme si une vérité indicible et sublime se répétait inaltérée. Alors l'acteur se relève, les morts ressuscitent, les cavaliers reviennent en scène et on rejoue le final. Après un tour de piste, de nouveau, l'Indien tombe de cheval. De nouveau, il se cache derrière le bouquet d'arbres. Et de nouveau, la foule crie, mais un peu plus fort peut-être, avec un peu plus d'émotion encore que la première fois. Un enfant pleure. C'est tellement mieux. Connaître le dénouement ne change rien à l'affaire. Oh non, au contraire, cela ajoute au trouble, comme si la surprise et l'émoi s'accroissaient en se radotant. Mais dès que le chef indien est mort une seconde fois, dès qu'il est tombé de nouveau le nez dans la poussière et qu'on a éprouvé le grand frisson de le revoir mourir, chacun quitte enfin sa place, le cœur chaud, et on se dépêche d'aller à la buvette se payer des friandises ou un verre à boire.
pendant l'entracte, on attend le prochain épisode avec impatience, hein, en se racontant le premier. Chacun veut confier à l'autre ce qu'il a vu, le petit bout de vérité, quoi. Et le petit bout de vérité qu'il croit être le sien. Et presque avec les mêmes mots, il se rabâche inlassablement les mêmes débris de l'aventure. Et puis ça sonne. Ah, on les rappelle. Le spectacle va reprendre. Buffalo Bill est encore sous sa tente. Il se repose un peu. Dieu que c'est long, un spectacle. Mais lorsqu'on est sur scène, on ne voit plus le temps passer. On regarde les autres, pétrifient l'horloge. Tout s'arrête. C'est l'éternité. Buffalo Bill adore ça. Il a tout de suite adoré ça. Depuis ses premiers pas incertains à Broadway, où il s'est retrouvé un peu par hasard, il avait alors tellement le trac. Il prononçait ses répliques d'une diction hésitante, avançant sur la scène d'un pas raide avec des gestes pleins d'emphase. Mais il n'en est plus là. À présent, il sait exactement quoi faire. Il entre à cheval dans l'arène et tout le monde le regarde. Tout le monde! Ah! Ça doit faire quelque chose. Il n'est pas un acteur parmi d'autres. Il est le personnage le plus célèbre de la planète. Moi engagé militaire, moi pas besoin de galon, jetez-moi du riz. Hop, hip, yeah, ou, et hop, hop. Bon, alors maintenant, Frank Richmond annonce une chose exceptionnelle. Le recto et le verso du Far West, un monument du monde. Oh, ladies and gentlemen, voici devant vous, et pour la première fois avec les participants eux-mêmes, la célèbre bataille de Wounded Knee. Ce n'est plus le massacre de Wounded Knee, c'est la bataille de Wounded Knee. Avec la grand geste commence, le rêve reprend, des centaines de cavaliers galopant. Soulevant des nuages de poussière, on a bien arrosé la piste avec de l'eau, mais on n'y peut rien, le soleil cogne, l'étonnement grandit. Les cavaliers sont innombrables. On se demande combien peuvent tenir dans l'arène. Et c'est qu'elle fait 100 mètres de long et 50 de large. Les spectateurs applaudissent et hurlent. La foule regarde passer ce simulacre d'un régiment américain, les yeux sortis du crâne. Les enfants poussent pour mieux voir. Le cœur bat, on va enfin connaître la vérité. À cet instant, les Indiens jouent leur dernier rôle. Ils sont là, déguisés sous des costumes improbables, dans un brouillard de mouches. Et comme d'habitude, tandis qu'ils entrent en scène, s'élève une vague rumeur, à la fois curieuse et hostile. Il en faut bien pourtant des Indiens, si l'on veut que le spectacle ait lieu. Mais le public est là pour les haïr, il est venu pour les regarder et les haïr, et malgré le boniment de Buffalo Bill en prélude au spectacle, même s'il fait l'éloge de leur vaillance, même s'il donne quelques explications dérisoires, quoique bienveillantes, de leurs mœurs, le public s'en fout. Le temps n'est pas loin où le général Sherman, qui chevauche aujourd'hui 4 ou 5 tonnes de bronze dans la plus noble allée de Central Park, déclarait que les Sioux devaient être exterminés, hommes, femmes, enfants. N'avait-il pas fait le vœu de rester dans l'Ouest jusqu'à ce que tous les Indiens, absolument tous les Indiens, ce sont ses propres mots, aient été tués ou déportés? Et n'est-ce pas lui encore qui décida d'anéantir les troupeaux de bisons, la principale ressource des tribus indiennes, afin d'assurer la progression rapide du chemin de fer? Et n'est-ce pas en tant que chasseur de bisons que Buffalo Bill lui-même, embauché par une société ferroviaire, se fit connaître et prit son nom? Il suffit de regarder n'importe quelle photographie de Cornelius Vanderbilt, l'empereur du chemin de fer, pour comprendre. Il suffit de bien observer sa bouche, le pli sans recours
de ses lèvres, l'audace cynique. Il suffit de fixer ses yeux pour entrevoir le petit buisson desséché par le sel. Et il suffit de regarder le terrible portrait que Matthew Brady nous a laissé du général Sherman, celui où il est bras croisés en uniforme, le regard dur et le visage ravagé par une sorte de lèpre, pour apercevoir cet autre versant de la fable, la haine. La haine. La haine. Nous sommes le public. C'est nous qui regardons le White Dress Show. Nous le regardons même depuis toujours. Méfions-nous de notre intelligence, méfions-nous de notre raffinement, méfions-nous de toute notre vie sauve et du grand spectacle de nos émois. Le maître est là, en nous, près de nous, invisible et visible, avec ses vraies fausses idées, ses rhétoriques accommodantes. Et le spectacle recommence. Les cavaliers tournent férocement sur la piste, la poussière fait rougir les yeux. Un soldat roule à terre, mort, et puis il se relève et poussette sa veste. Le spectacle continue. Les cavaliers encerclent les Indiens, les gradins sont pleins à craquer. Il y a 20 000 personnes, peut-être plus. Soudain, un cavalier se penche, acrobate, sur son cheval de cirque. Pan! Les Indiens ouvrent le feu, la fusillade est étourdissante, l'air est irrespirable. On se jette dans un corps à corps acharné, les couteaux tranchent les gorges, les hommes roulent sous les chevaux, un ranger avance sous une pluie de balles, le public regarde, éberlué. Quelques Indiens à cheval tournent autour des Rangers en criant, comme Buffalo Bill leur a appris à le faire. Ils font claquer leurs paumes sur leur bouche. Et cela rend une sorte de cri sauvage, inhumain. Mais ce cri de guerre, ils ne l'ont poussé ni dans les grandes plaines, ni au Canada, ni nulle part d'ailleurs. C'est une pure invention de Buffalo Bill. Et ce cri de scène, cette formidable trouvaille de battleurs, ils ne savent pas encore qu'il leur faudra le pousser sans cesse dans toutes les mises en scène où on les emploiera à jouer les figurants de leur propre malheur. Oui, ils ignorent encore le destin de ce truc inventé par Buffalo Bill. Ils ne peuvent pas imaginer que tous les enfants du monde occidental vont désormais, tournant autour d'un feu, faire vibrer leurs paumes sur leur bouche en poussant des cris de sioux. Ils ne peuvent pas imaginer le prodigieux avenir de cette chose grotesque, le fabuleux pouvoir de combustion du sens à travers le spectacle. Et cependant, ils durent en éprouver en secret toute l'horreur. Sur le côté de la piste, John Burke hurle, ses grosses moustaches recrues d'écume. Il vocifère, marche de long en large, comme aujourd'hui ses entraîneurs obèses s'agitent et crient à des athlètes de se surpasser, exigeant des prouesses qu'ils seraient quant à eux bien incapables d'accomplir. Son costume chic est tout crotté de poussière, ses cheveux pègues, ses manches poissent. Il aboie aux Indiens de reculer, il pointe furieusement du doigt le fond de l'arène. Alors, obéissant à la consigne, les Indiens reculent, certains se lancent même dans une fuite désespérée. Mais quelques-uns résistent encore, les soldats essuient vaillamment les coups. Le soleil hurle, il fait nuit, les yeux s'embuent, le poing se serre sur un barreau de chaise. John Burke laisse tomber sa clope. Oh, attention, le rouquin, mais attention! Un Indien saute de cheval et tire sur le soldat. Oh, c'est un jeune soldat roux, un innocent, et il s'écroule dans une cascade où tout son corps semble perdu. On crie, la terre est rouge, c'est une catastrophe. Les soldats s'en vont, ils se blottissent dans un coin de l'arène. L'odeur de poudre est suffocante, la vue se trouble, mais soudain Buffalo Bill surgit de la coulisse. Oh, ses cheveux ont beau être déjà blancs, il montre une énergie farouche. Il ne semble pas engoncé dans son costume, au contraire. Sa silhouette se détache sur le fond des choses par une sorte de vibration. Son corps est étranger à l'arène. Il est sur les grandes plaines, insaisissable, fulgurant.
Dans un tourbillon de poussière, il traverse les 100 mètres qui le séparent du groupe d'Indiens prêts à venir à bout de la cavalerie. Et par un retournement prodigieux, abat en quelques instants une quinzaine de sauvages. La piste est couverte de cadavres. Encouragée par son héros, la cavalerie se ressaisit et brusquement le combat inverse son verdict. Les Rangers se mettent en ordre de bataille. Ils chargent et les Indiens se replient. Mais ils ne sont plus qu'une poignée et meurent les uns après les autres dans une chorégraphie étudiée. On est à présent aussi loin de l'événement que possible et le massacre s'est transformé en une suite d'actions exaltantes pour un dénouement édifiant. Quand la bataille de Wounded Knee est enfin terminée, la plupart des Indiens sont morts. La victoire est écrasante. Buffalo Bill se penche sur un blessé puis sur un autre. La scène est presque touchante. Oh, enfin, il rend un hommage aux combattants, les combattants indiens qu'il relève d'un geste impérieux, avant d'annoncer le numéro suivant. Le spectacle est fini, les gens se promènent entre les boutiques d'artisanat indien, les stands de hot dog, on jette un œil, on enfile un collier, on voudrait bien un tomahawk, une plume même. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui le merchandising. Les Indiens vendent les produits dérivés de leur génocide. Ils marchandent avec les badauds puis empilent les petites coupures dans leurs maroquins. Le reality show n'est donc pas, comme on le prétend, l'ultime avatar cruel et possessif du divertissement de masse. Il en est l'origine. Il propulse les derniers acteurs du drame dans une amnésie sans retour. Les rescapés de Wounded Knee devront pour l'éternité essuyer les coups de feu à blanc des Rangers du général Miles, de nuit comme de jour, puisque grâce à des projecteurs géants, le Wild Swade Show sera le premier spectacle éclairé de l'histoire du monde, le premier spectacle nocturne. Désormais, à Strasbourg, dans l'Illinois, les rescapés du massacre joueront et rejoueront la version soft de Wounded Knee, une version où les Indiens et le 7e régiment s'affrontent héroïquement et où l'armée américaine sort victorieuse. Et ils la joueront plus d'un an, un peu partout en Europe, cette interprétation buffalo-billesque des faits. Dans cette version revisitée, on ne voit ni la trahison des éleveurs, ni l'embuscade de Riley Myler, qui tua tout ce qu'il put d'Indiens, avant de céder pour quelques ronds leur tunique et leur scalp à Charles Bristol pour son petit stand de reliques à l'exposition universelle de Chicago. C'est une version du massacre revue et corrigée par Buffalo Bill et John Burke dans le plus pur esprit américain. C'est une version pour nos livres de classe, une version pour enfants. Dans ce petit bout de théâtre, il n'y a ni la longue marche épuisante des Sioux fuyant leurs réserves, ni les manœuvres des Rangers pour les attirer docilement, horde mourante, à Wounded Knee. Il n'y a pas non plus le canon Hotchkiss et sa technologie miraculeuse. Il n'y a plus ni tempête de neige, ni fosse commune, ni femme, ni enfant.
Oui. Juste avant les élections, un petit mot qui me tient à cœur. On n'est pas là pour sauver les derniers Indiens. Et l'objet en question n'est pas non plus une réserve d'Indiens, c'est la maison de la radio. Elle est en grève, c'est important pour nous tous, parce qu'on écoute de près ces choses-là. Et parce qu'il est dit, c'est vrai, très clairement, il est dit que ce qui est produit par la maison de la radio ne peut pas être fait dans une radio commerciale. Et c'est important, nous les acteurs, on le sait, parce qu'il y a des dizaines et des centaines d'acteurs qui sont engagés pour des fictions sur lesquelles d'ailleurs France Culture et France Inter ne font pas assez leur image, et qui est très important, qui est quelque chose qui de temps en temps sublime ou dépasse l'actualité, et ça fait du bien de ne pas être toujours sur l'actualité en continu. Souhaitons que cette crise, cette grève amène à plus de musique, plus de fiction, plus d'intelligence, peut-être aussi raffermir cette particularité de la maison de la radio.